C'est l'un des bouleversements majeurs dus à des mois de confinement. Notre rapport au travail n'est plus le même qu'avant la pandémie. La France, et en particulier l'Île-de-France, a fait la découverte du travail à distance. Le télétravail s'est définitivement installé dans la vie des salariés, et de cette nouvelle organisation de la vie professionnelle ont découlé de très nombreuses conséquences. Désertification des quartiers de bureaux, développement du flex-office, départ des Parisiens vers des communes périurbaines. Mais le télétravail ne crée-t-il pas par définition des inégalités? Les premiers de corvée de la pandémie sont-ils finalement condamnés à devoir affronter les transports en commun chaque jour, pendant que d'autres peuvent exercer leur profession bien au chaud à domicile? Et à l'inverse, travailler depuis chez soi est-il toujours un avantage lorsque la frontière vie privée, vie professionnelle tend à s'effacer? Tous ces sujets, nous en discutons ce soir avec Lucille Mettetal, géographe à l'Institut Paris Région et co-auteur d'un essai sur le sujet intitulé « À distance, la révolution du télétravail » aux éditions PUF, et Marine Auqui-Clavry, directrice générale du MEDEF Paris, qui sera également avec nous sur ce plateau. Nous entendrons aussi des témoins franciliens qui ont vu le télétravail changer leur vie. Île-de-France Politique, c'est parti. Et bonsoir à toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Île-de-France Politique. C'est un important travail de sociologues, d'économistes, de géographes, d'urbanistes qui ont mené la publication de cet ouvrage qui s'appelle donc À distance, la révolution du télétravail, donc publié aux éditions PUF. Est-ce vraiment une révolution que l'on vit là, Lucille Mettetal? On sait que le télétravail, on s'y était mis un petit peu avant la pandémie. Il est possible que ça change quand même beaucoup de choses par rapport à nos désirs, nos aspirations, par rapport à nos quotidiens, nos façons de bouger, le transport, les déménagements éventuellement, et puis tout ce qui se passe au sein du travail lui-même, la reconfiguration des bureaux, le sens du collectif, on en parlera, qui peut être un sujet. Bref, sans parler forcément de révolution, si on a souhaité faire ce travail, c'est qu'on sent que, par petites touches peut-être, l'avènement du télétravail peut avoir des conséquences sur l'aménagement de l'Île-de-France. Et en tant qu'agence d'urbanisme, on est concerné. Et c'était pour dire aux décideurs, il y a peut-être des signaux faibles à observer qui dessinent un avenir nouveau. Finalement, Marine Auqui-Clavry, est-ce qu'on y serait venu aussi vite sans la pandémie? Parce qu'il y avait déjà des textes qui avaient été votés justement sur la mise en place d'un cadre pour le télétravail, mais est-ce qu'on y serait arrivé aussi rapidement? En effet, la pandémie a été un accélérateur. D'abord, on a été quasiment tous du jour au lendemain en télétravail, et ça a fonctionné. C'est ça qui était incroyable, c'est que finalement, personne s'y attendait. On a tous pris nos ordinateurs. Ceux qui n'en avaient pas, on leur en a fourni, et ça a fonctionné. Et donc, en fait, on a vu un avant et un après. C'était quand même un mouvement qui existait, surtout dans les grandes entreprises avant cette pandémie. Si vous voulez, en 2017, c'est à peu près 400 accords qui avaient été signés entre les représentants des employeurs et les salariés dans les entreprises. Effectivement, 5 ans après, en 2021, on est à 4000. Donc, c'est x10. Donc, on voit bien qu'il y a un accélérateur d'une tendance qui existait déjà. Les chefs d'entreprise étaient favorables finalement à cette mise en place du télétravail? Alors le chef d'entreprise est pragmatique, et l'entreprise aussi, et en fait on s'adapte à la fois donc aussi aux attentes des collaborateurs. C'est effectivement, il y a des demandes des collaborateurs. C'est aussi pour les chefs d'entreprise une vraie souplesse. En fait, l'entreprise, elle demande beaucoup de souplesse, et le télétravail est une réponse et apporte de la souplesse à la fois aux collaborateurs et à l'entreprise. Qu'est-ce qui freinait avant la pandémie, justement, que ça se développe aussi rapidement? Alors, en fait, il faut quand même dire, c'est la révolution numérique qui le permet. Et donc, je pense aussi qu'il y avait une sorte de maturité, d'abord numérique, des entreprises. Donc, c'est venu petit à petit. Je ne sais pas s'il y avait des blocages. Je pense que c'est une longue évolution. J'entends, donc Paris Région parle de révolution. Avant la révolution, il y a certainement eu une évolution qui était lente. Une première étape. L'Île-de-France est championne en la matière. Plus de 4 salariés sur 10 pratiquent le télétravail à hauteur en moyenne de 2 jours et demi par semaine. En France, ce chiffre il est plutôt de 30%. Lucille Mettetal, comment est-ce qu'on explique justement que l'Île-de-France soit particulièrement concernée? Juste parce qu'il y a une part de cadre
plus importante en Île-de-France. Donc on a 43% de télétravailleurs contre 30% en France, effectivement. Donc c'est juste dû à la sociologie de l'Île-de-France. Et effectivement, vous l'avez souligné en introduction, c'est un sujet qui crée aussi des inégalités, ou en tout cas qui les révèle, entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler, même au sein d'une entreprise où certains en fait vont se retrouver notamment le vendredi en fonction support d'ingénieurs ou de cadres qui eux travaillent chez eux. Donc ça c'est un sujet. Juste pour rebondir, je pense que la maturité numérique elle existait avant, et pour de vrai, c'est ce que dit notre directeur général Nicolas Boquet dans l'introduction, c'est qu'on était prêts. On était prêts avant la pandémie, mais il y avait quand même des réticences. Certains disent qu'elles sont un peu françaises, ces réticences, et que le manager en France a besoin de la présence. Et donc, le télétravail s'est imposé, et s'est imposé par la même occasion des rapports de confiance. Et les managers ont vu qu'effectivement, la qualité du travail pouvait se mesurer autrement que par la présence. Alors c'est aussi un bouleversement pour les salariés, hein, cette mise en place du télétravail. En ce moment, on voit qu'il y a une hausse très importante du prix de la vie, et notamment du coût de l'électricité. Est-ce qu'il y a des indemnisations qui sont mises en place, notamment par les entreprises, pour les salariés? Comment est-ce que se font ces accords avec les salariés ? Alors, donc, il y a un cadre qui est discuté au sein de l'entreprise qui prévoit, ou pas d'ailleurs, ces indemnisations. Normalement, l'entreprise est là donc pour en fait donner les conditions de travail à ses salariés, donc y compris ça. Pour l'instant, ça ne nous est pas encore remonté, puisqu'en fait, il y avait plutôt des discussions au sein des entreprises, plutôt pour faire attention des économies d'énergie. Ce n'est pas encore remonté. Voilà, on n'a pas encore ce genre d'informations. Et finalement, Lucille Métotel, est-ce qu'on voit peut-être un ralentissement du télétravail, ou est-ce que vous n'avez pas assez de recul peut-être encore pour voir justement ces chiffres se dessiner? Pour l'instant, on voit plus une stabilisation à 2-3 jours par semaine. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le 100% de télétravail, il était globalement invivable pour tout le monde, pour des raisons évidentes. On se sent isolé, on perd en fait le sens du travail parce qu'on manque de reconnaissance. Le sens du collectif, l'information ne circule plus spontanément à la machine à café. De fait, le 100% télétravail, je pense qu'aujourd'hui, plus grand monde n'y aspire pour de vrai, ni les chefs d'entreprise, ni les travailleurs eux-mêmes. Donc on se stabilise à 2-3 jours. Mais le télétravail va survivre à l'inflation. Moi, je pense que le télétravail va survivre. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de crises à nouveau qui modifient la donne. On a vu que la crise avait modifié le rapport au travail, nous avait mis au télétravail de manière presque, contrainte. D'autres crises, je pense à la crise énergétique, vous en parliez. Est-ce qu'on n'aura pas plus chaud au bureau demain que chez nous, par exemple? C'est la question qui se pose. Souvent, dans les bureaux, on a plutôt froid, puisqu'on essaye de respecter les 19 degrés. Et quand vous rencontrez des gens, on a plutôt froid dans les bureaux actuellement. Pas toujours le cas, mais... Alors, finalement, donc on le disait, cette mise au télétravail, elle peut être facteur d'inégalité. Vous en parliez tout à l'heure, on a sorti ces chiffres. Ce qu'on voit, c'est que le télétravail, il a créé de fortes disparités. 12% des ouvriers seulement ont la possibilité de travailler. C'est 66% des cadres. C'est toujours finalement les premiers de corvée qui doivent se déplacer, en fait. Oui, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle les travailleurs essentiels, qui sont à peu près au nombre de 19 000 en Île-de-France, qui, en fait, ont besoin d'être souvent à proximité de leur emploi, mais qui n'ont pas les moyens de financer un logement à proximité de leur emploi. Donc, c'est un vrai sujet, et là, effectivement, on peut dire que le télétravail renforce ces inégalités. Il y a une loi qui s'appelle la loi 3DS qui, en fait, demande au territoire de loger en priorité ce qu'on appelle les travailleurs essentiels, à savoir les premières lignes et les services publics du quotidien. Est-ce que c'est le cas dans les faits ? Ça ne l'est pas encore dans les faits. Avec la loi de décentralisation qui va se mettre en place. C'est l'intention de la loi. C'est l'intention de la loi. Et finalement, il y a aussi ces inégalités à prendre en compte aussi pour les entreprises.
Alors oui, des adhérents ont justement mis en place des systèmes. Quand on peut, à certaines populations dans une entreprise, donner 2 à 3 jours de télétravail, c'est la moyenne qu'on a. Que se passe-t-il des personnes, par exemple, qui ouvrent le courrier? Il y a encore des métiers où on ouvre le courrier, on doit scanner le courrier. Mais des adhérents ont essayé de mettre en place des systèmes, alors avec ce qu'on appelle une sorte de symétrie d'attention, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir de télétravail, mais on va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour que vous ayez aussi, vous, de la souplesse. Parce qu'en fait, le télétravail, je l'ai dit, ça apporte de la souplesse, ça permet aux gens de s'organiser, de moins subir effectivement les transports en commun en Ile-de-France, qui sont une des difficultés qu'on peut rencontrer, le fait souvent d'être logé loin. Et donc voilà, donc ils ont mis en place des systèmes où quand même, finalement, on se rend compte que dans tout travail, enfin dans beaucoup de travail en tout cas, il est possible, même si c'est pas toutes les semaines, au moins avoir au moins une journée de télétravail par mois. Par exemple, quand je reprends toujours le cas de ces personnes qui scannent du courrier, voilà, il y a peut-être des moments où on traite ces courriers et ça, on peut le faire chez soi. Et donc, il y a des entreprises qui ont commencé justement à regarder, à travailler pour que justement ne pas laisser sur le bord du chemin des collaborateurs qui ont besoin aussi de souplesse et de pas forcément faire des transports trop souvent. Oui, on demande aux entreprises d'étudier les tâches télétravaillables et non pas les métiers télétravaillables, et c'est une nuance de taille, effectivement, comme vous le soulignez. Effectivement, ça permet de faire certains jours peut-être, de rassembler les tâches qui peuvent être télétravaillables. Je voudrais qu'on écoute le témoignage justement d'une télétravailleuse. Elle habite Courbevoie et le télétravail semble lui avoir particulièrement simplifié la vie. On écoute. Donc moi, ça me permet d'adapter mon emploi du temps vraiment en fonction de mes besoins et pro et perso, et de valoriser d'autant plus les jours où je vais sur site parce que j'ai des activités qui sont pertinentes à être faites au sein du bureau, et d'avoir des temps aussi de réflexion plus posés dans ma bulle quand je suis chez moi. Donc ça me permet, je pense, d'être plus flexible et plus performante dans mon travail en jouant un petit peu sur les deux tableaux. C'est ce que vous avez constaté également parmi les sondés de ces multiples études, justement, c'est quelque chose qui permet, le télétravail, ça permet de se réapproprier un peu l'organisation de sa vie personnelle aussi. Oui, d'avoir effectivement plus de souplesse. C'est parfois une question de survie pour certains qui habitent très loin, en Seine-et-Marne, à la frontière ou au-delà de la frontière francilienne. Je pense aux femmes seules avec enfants, en fait, qui ont plus de 2 heures de transport par jour et qui se lèvent à l'aube et qui avaient très peu de vie de famille et très peu de temps libre et très peu de repos aussi. Donc effectivement, c'est une souplesse, mais c'est aussi du coup un quotidien qui est moins ritualisé. On sait que le travail, il a cette fonction très structurante de ritualiser le quotidien. Et là, en fait, on a un agenda qui n'est plus un agenda quotidien, mais qui est hebdomadaire. Tout se redéfinit au fil de l'eau. Et de fait, oui, c'est une souplesse, mais c'est aussi une articulation qui peut être difficile, puisque c'est quand même le travail qui vient s'inviter dans la sphère intime du logement et être en capacité de fermer la porte du travail quand on considère que c'est terminé, être en capacité de dire à sa famille « je suis là, mais je ne suis pas là parce que je suis au travail », c'est une vraie difficulté. Pour les femmes, en plus, ça peut être un facteur de surcharge mentale, notamment justement quand on a des enfants. Comment est-ce que c'est pris en compte aussi par les entreprises ? Alors d'abord, on est à l'écoute des salariés, alors soit directement parce qu'on est dans des plus petites structures, soit parce qu'il y a des représentants des salariés. Il faut savoir aussi que les accords qui sont signés dans les entreprises, pour la moitié, sont des accords à durée déterminée. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on regarde dans le temps comment ça se passe. Il y a aussi des formations qui sont faites pour aussi savoir mieux gérer son temps, son organisation. Et ça, c'est aux managers, en fait, de proximité. Je pense qu'en tout cas, dans cette révolution télétravail, il y a quelque chose d'intéressant, ce qu'on appelait, désolé, en mauvais français, le middle management a un rôle extrêmement important dans les plus grandes entreprises, et c'est le management de proximité qui va justement être à l'écoute, essayer de capter ces signaux faibles, comme on le fait d'ailleurs quand on est dans un bureau, capter les signaux faibles de ses salariés dans les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Et après, le travail du manager et de l'entreprise, c'est d'accompagner ses salariés. Donc oui, il y a des remontées, et l'idée, c'est vraiment de valoriser ce management de proximité. D'ailleurs, c'est intéressant, dans les
système qui fonctionne le mieux, on le voit bien, c'est qu'en fait les entreprises ont signé des accords et ils ont laissé en fait la possibilité finalement, je dirais pratiquement direction par direction, en fait de s'organiser. Parce que ce qui est vrai pour une direction n'est peut-être pas vrai pour une autre. Donc ça rapproche en fait aussi finalement le management des collaborateurs. Il y a des disparités même entre départements. Il y a une carte qui le montre, notamment dans cet ouvrage qu'on a essayé de recréer. Vous disiez tout à l'heure, voilà, pour quand on habite loin, finalement, c'est plutôt pratique. Mais ce qu'on voit sur cette carte, c'est notamment que dans les Yvelines, par rapport à la Seine-et-Marne, donc je prends 2 départements de la Grande Couronne, on n'est pas du tout sur le même taux de télétravail. Comment est-ce que ça s'explique ? Ça reflète en fait la carte des cadres et des employés et des ouvriers tout simplement, où les cadres sont plus à l'ouest en Île-de-France qu'à l'est. Et effectivement, alors ça crée des inégalités que vous avez soulignées, même au niveau des territoires où en fait la présence accrue au domicile, elle peut profiter localement à certains territoires puisqu'on va fréquenter plus les petits commerces éventuellement ou les restaurants, etc. Et à d'autres territoires où il y a moins de télétravailleurs qui vont pas profiter de cet effet d'aubaine qu'est le télétravail. Alors, il y a une profession, enfin plusieurs professions qui finalement ont un petit peu pâti aussi de cette volonté des salariés de télétravailler. Je pense à des métiers qui ont des horaires qui ne sont pas forcément faciles, l'hôtellerie-restauration, mais aussi les transports en commun. Hein, c'est ce qu'on a vu aussi avec une crise en ce moment qui fait que les transports en commun ont des difficultés, les opérateurs de transports en commun ont des difficultés à recruter. Ça a créé un vrai dérèglement aussi des transports en commun. C'est ce que vous diriez ? Ça a créé un dérèglement, c'est-à-dire qu'il y a forcément c'était à ajuster puisque il y a une baisse de la fréquentation des transports en commun le vendredi surtout et le lundi aussi. Donc on n'a plus d'heures de pointe, mais on a des jours de pointe. Et effectivement, pour les opérateurs, c'est un vrai sujet. Par rapport aux abonnements, là, est-ce qu'on va revenir au ticket ? Est-ce qu'on va revenir à une approche plus quotidienne et ponctuelle voilà, je pense qu'il y a un ajustement effectivement à opérer. Ouais. Marie-Noki Cavry, il y a un ajustement aussi à faire du côté des entreprises. Peut-être dire, voilà, vous n'allez pas pouvoir télétravailler tous les vendredis, mais peut-être un vendredi sur 2, sur 3, et même peut-être une organisation entre entreprises en Île-de-France. Alors, c'est certain, et vous l'avez dit, en fait, on se rend compte que les journées de télétravail se concentrent le mardi et le jeudi. D'ailleurs, on peut le voir, c'est les jours d'ailleurs que les syndicats ont choisi pour faire la grève, parce que c'est là où c'est censé avoir le plus d'impact. Donc oui, pour l'instant, alors ça va dépendre des entreprises, mais globalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de souplesse. On laisse beaucoup de souplesse d'organisation en fait au sein de chaque service. Mais on voit qu'il y a quand même des jours qui sont privilégiés autour du week-end. Et donc, bon, on n'en est pas encore là, mais effectivement, se posera la question parce que le sujet des transports en commun en Île-de-France est un sujet majeur. On l'a vu ces derniers temps, avec une vraie insatisfaction. On interroge, vous savez, nos adhérents toutes les semaines, ces temps-ci, notamment liés aux grèves. Et il y a une vraie attente, au-delà des problèmes de grève, d'amélioration des transports en commun en Île-de-France. Donc là, on essaye. Il y avait aussi le sujet du lissage des heures de pointe à un moment donné. Est-ce qu'il y aura des sujets de lissage des jours de télétravail, mais ça sera toujours dans le dialogue avec les salariés. Ça ne pourra pas être une décision comme ça du dirigeant d'entreprise. On va peut-être voir ces chiffres. Justement, il y a une diminution importante des déplacements pendulaires, moins sur les transports en commun, par exemple, que sur le vélo ou les 2 roues motorisées. Comment est-ce qu'on l'explique ? En fait, parce qu'il y a peut-être plus de télétravailleurs qui habitent loin et qui prennent les transports en commun. Et pour lesquels c'est un soulagement de terminer la semaine chez soi et de ne pas reprendre le train le vendredi. Et je pense qu'entre une semaine où on prend les transports en commun tous les jours et une semaine où on prend les transports en commun seulement 3 jours, la fatigue ressentie n'est pas la même. En revanche, le trafic routier, lui, reste bien, a repris vraiment depuis quelques mois maintenant. On voit que le trafic routier est complètement revenu avec les embouteillages qui vont avec. Juste, rebondir sur cette idée, parce que vraiment, on l'a vu, il y a eu un avant et après Covid sur la perception du transport en commun. Avant, les gens prenaient les transports, c'était très difficile, mais bon, c'était dans la routine. Là, aujourd'hui, c'est clair que post-Covid, c'est
beaucoup moins supportable en fait pour les personnes qui empruntent les transports en commun. Donc là, ici, il y a eu une transformation liée au Covid. Parce qu'on s'est déshabitué. Oui, on s'est déshabillé, on a eu l'habitude de, pendant 1 mois ou 2 mois, j'ai oublié maintenant, mais ça fait déjà pas mal. Voilà, voilà, on est resté chez soi, voilà, plus longtemps que ça, on oublie. On est résilient. On a associé la foule au danger aussi. Ouais, aussi, oui, en plus, vous avez raison. Oui, et c'est ce qui explique aussi la reprise du trafic routier davantage que les transports en commun. Est-ce que ça pourrait avoir aussi de plus longues conséquences, des conséquences à plus long terme finalement sur ces transports? Est-ce qu'il pourrait y avoir des décisions qui seraient prises, par exemple, par l'autorité de régie des transports, justement par rapport à ce télétravail qui est un petit peu déréglé les transports en commun? Je ne sais pas. Mais ça pourrait avoir des conséquences. On pourrait envisager de redéfinir les transports en lien aussi avec les trajectoires résidentielles qui là ont tendance à évoluer avec... Certes, c'est des signaux faibles, donc on va parler avec mesure et modération, mais une tendance à s'éloigner du cœur d'agglomération pour acheter une maison individuelle, sachant que ça sera moins compliqué si on se rend au travail juste 2 jours par semaine. Et certains franchissent les frontières de l'Île-de-France. C'est pas nouveau, mais on a une augmentation des déménagements hors Île-de-France, plutôt vers l'ouest, vers les départements frontaliers. Donc il y a un départ aussi, on a une volonté de mise au vert vers des endroits plus périurbains. Là où ce qu'on appelle l'étalement, c'était plutôt tassé, depuis en gros les années 90, ça s'était ralenti. Il y a une petite reprise avec aussi un contrôle fort du sujet puisque on ne doit plus consommer de terres naturelles. Donc il y a des lois qui empêchent l'extension urbaine. Mais du coup, une petite tension entre ces envies de s'éloigner, la consommation des terres naturelles et le sujet aussi des transports qui doit suivre. Oui, bien sûr. Il y a un recentre, aussi on se recentre autour de sa vie de quartier. Est-ce que c'est ce que vous avez aussi, bien peut-être, c'est ce à quoi vous avez prêté attention aussi au sein de vos adhérents? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait que tout ce phénomène, Paris, qui était parfois un peu déserté par les entreprises, parce qu'on sait que le coût de l'immobilier est quand même plus important à Paris et dans le cœur de Paris que dans le reste de l'Île-de-France. Bien, à nouveau aujourd'hui, maintenant avec cette question de développement du télétravail et de flex office, il est évident que les entreprises maintenant ont intérêt à revenir dans Paris. Finalement, elles peuvent prendre des locaux un peu moins grands, donc elles gardent un coût constant. Et surtout, en fait, on se rend compte que, en fait, les personnes, en fait, les collaborateurs aiment vivre plutôt loin des grands centres urbains et plutôt, si possible, quand on le peut, avec un jardin, par exemple, ou en tout cas un espace vert à proximité. Mais en même temps, quand on travaille, on a des attentes très différentes. Quand on vient, on veut vraiment un lieu où on va pouvoir interagir avec les autres, on va pouvoir créer, on va pouvoir collaborer. Donc, c'est la première demande que les collaborateurs ont. Et la deuxième chose, c'est un lieu de vie. On a envie, comme Paris l'est, à ce lieu de vie où on va pouvoir sortir, où il y a des commerces, où il y a des cafés, des théâtres, et de pouvoir sortir en fait avec ses collègues, par exemple, ou retrouver des amis. Donc c'est vraiment intéressant cette évolution, c'est qu'il y a 2 aspirations, une aspiration personnelle et en même temps professionnellement, la ville dense en fait revient un peu dans le jeu. Alors finalement, il y a certains quartiers qui ont un petit peu pâti aussi du télétravail. C'est le cas à La Défense où désormais 30% des bureaux sont soit inoccupés, soit sous-utilisés. On est d'ailleurs en direct avec Esmeralda Covet. Bonsoir Esmeralda, vous êtes la patronne de la boulangerie Les Fromentiers, c'est à Puteaux, donc dans le quartier de La Défense. Est-ce que vous avez constaté une réelle baisse de fréquentation depuis ces derniers mois ? Ah oui, carrément. Surtout quand c'est les grèves, ils sont tous en télétravail, donc il n'y a personne dans les bureaux. Sinon, non, on travaille super bien quand tout le monde est au rendez-vous, quoi. Quand il n'y a pas de grève de transport, quand il n'y a pas de... Vous constatez quand même qu'il y a des jours où il y a beaucoup plus de monde et des jours où vraiment, là, plus personne n'est là ? Ah bah oui, surtout quand il y a du télétravail. C'est-à-dire plutôt le vendredi, par exemple ? Le vendredi, le mercredi, maintenant, tout le monde, beaucoup de monde au bureau prennent le télétravail le mercredi et le vendredi.
Vous avez obtenu des aides, peut-être de la région, du département, du gouvernement, peut-être justement suite à ces mois de pandémie. Est-ce que vous avez la sensation que les autorités sont un petit peu sensibles à cette question? Ah non, pas du tout. Hein. J'ai eu aucune aide, non, pas du tout. Hein. Et vous constatez tout de même un chiffre d'affaires qui baisse? Bien sûr. Quand je vous dis, surtout quand c'est les grèves, le moment des grèves, personne ne travaille, il n'y a personne, c'est le désert, c'est un samedi, dimanche, quoi, en fait. Alors qu'avant la pandémie, finalement, ça ne changeait pas grand-chose, les jours de grève? Non, quand même, beaucoup moins, quand même. Hein. Beaucoup moins. Est-ce que vous avez constaté peut-être des problèmes de sécurité dans le quartier, dans certains jours où il n'y a vraiment personne? Parce que c'est ce que démontrent certaines études, c'est que il y a certains quartiers qui, en se vidant, deviennent un petit peu moins sûrs. Non, j'ai rien remarqué en fait. Hein. Non, je ne vais pas vous dire quelque chose qui me semble pas. Non. Bien sûr. En tout cas. Je veux dire, la défense, c'est vraiment très très bien. Plutôt, c'est formidable. C'est où c'est qu'il y a beaucoup de monde, où c'est qu'il y a les gens bougent. Il y a quand même pas mal de commerçants. Mais là, vraiment, quand c'est la grève, le télétravail, tout s'enchaîne et il y a vraiment pas. Enfin, les commerçants marchent beaucoup moins, quoi, en fait. Oui. Bien sûr. Et même après, on va dire, plusieurs mois après la pandémie, finalement, les clients ne sont pas revenus au niveau d'auparavant, quoi. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Esmeralda Cové. Donc, vous êtes patronne de la boulangerie Les Fromentiers, donc à Puteaux. Merci d'être intervenue dans notre émission. La question que je posais notamment sur la sécurité, c'est ce qui est démontré dans une des études qui montre bien que certains quartiers se vident et donc du coup que la sécurité a plus de mal à être respectée. Il y a plus de problèmes d'insécurité dans ces quartiers-là. Oui, ça peut être un sujet. J'avoue qu'on n'a pas d'études précises sur l'insécurité due au télétravail, mais on a un urbanisme des quartiers d'affaires qui est assez particulier, l'urbanisme de Dalle, qui ne concerne pas que les quartiers d'affaires, mais là, en l'occurrence, on parle de ça, qui fait qu'il n'y a pas de circulation routière. Et on sait que pas de circulation routière, c'est potentiellement de l'insécurité, parce qu'il n'y a pas de passage. Parce que et de fait, oui, quand il y a moins de personnes sur la dalle, parce que télétravail, potentiellement, s'il y a moins de monde, il y a moins de surveillance mutuelle et éventuellement plus d'insécurité. Un tout dernier point sur les tiers-lieux. Il y en a 1030 en Île-de-France. Finalement, ils sont en pleine expansion, ces tiers-lieux. Est-ce qu'ils tendent à se développer? Est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer aussi sur ces tiers-lieux? Oui, elles peuvent proposer à leurs collaborateurs justement donc de ne pas s'éloigner trop de leur domicile, donc de garder ce bénéfice de ne pas devoir prendre les transports en commun, mais en gardant un côté interaction. Parce qu'on le voit, on n'en a pas parlé, mais il y a on l'a évoqué, mais des vrais sujets d'isolement de certains collaborateurs. Et donc il faut pouvoir briser. Donc c'est effectivement des choses qu'on peut proposer aux salariés, de dire là vous pouvez un certain nombre de jours, on passe un accord avec ces lieux, l'entreprise passe un accord et donc permet à leurs salariés d'aller dans ces lieux. Et ces tiers-lieux, ils sont en plein développement. Il y en a de plus en plus en Île-de-France. En fait, c'est drôle parce que c'est ce qu'on s'est dit avec Pascal Leroy et Florian Tedeschi, avec qui j'ai coordonné ce cahier. C'est que au départ, on s'est dit c'est peut-être une fausse bonne idée le tiers-lieu parce que finalement, si on a la chance de travailler chez soi, pourquoi sortir et travailler ailleurs? Et en fait, en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir la charge mentale, notamment des femmes qui, en fait, quand elles sont chez elles au travail, ont du mal à échapper à tout ce qui relève de la gestion domestique et de la planification du foyer, etc. Pour voir une solution. Oui, et cette proximité. Et c'est aussi en fait l'occasion. C'est aussi un facteur de redynamisation des villages, des bourgs et des hameaux. Recréer de la sociabilité autour du tiers-lieu, faire des rencontres professionnelles, c'est aussi des opportunités. Donc en fait. Tous les trois, on est partis en fait un peu de loin sur le sujet et finalement on se dit que oui, c'est sûrement une bonne idée. Merci beaucoup à toutes les deux. Voilà, cette émission est terminée. Donc le télétravail, la révolution du télétravail, c'est aux éditions PUF. Donc, et ce sont les cahiers de l'Institut Paris Région. Merci à vous. L'information continue sur BFM Paris Île-de-France.